are mine. I'll be here till the end of time. Bonsoir à tous, bonjour à tous, c'est Tata Shelfa. Je vais reprendre la lecture d'Alexandre Le Breton sur le contrôle des masses, la télévision, et cette fois on va aborder le subliminal. Subliminal signifie sous le seuil de la conscience. C'est une perception inconsciente pénétrant la zone du cerveau dite subconsciente. Le message subliminal peut être le type formel avec un ou plusieurs mots, ou de type visuel avec une image, une photo, un symbole. Mais il peut également s'agir d'ondes sonores. Les images subliminales sont indétectables à l'œil nu, mais le cerveau les perçoit et les traite à un niveau subconscient. Le cerveau traite énormément d'informations, mais semble avoir différents niveaux de perception, et certaines informations peuvent alors influencer nos actes et nos émotions sans que le cerveau cognitif y ait accès. En 1997, une expérience d'Ahmed Chanouf a démontré que des réactions électrodermales, RED, se manifestent lorsque les sujets sont exposés à des visages célèbres ou inconnus de manière subliminale. Les visages sont présentés pendant 50 millisecondes. Les réactions électrodermales des sujets étaient plus longues lorsque le visage était connu. Ils en conclurent que même lorsque le sujet n'a pas conscience de voir ces images, il existe des indices physiologiques qui démontrent qu'il y a néanmoins une perception et une reconnaissance implicite. Des images subliminales peuvent donc être utilisées comme étant un moyen de manipulation des foules. Les cas d'images subliminales diffusées à la télévision sont nombreux. En 1958, les messages subliminaux ont été interdits aux États-Unis, en Angleterre et en Australie. En 1992, la France a publié un décret numéro 92-280 d'interdiction qui stipule « La publicité ne doit pas utiliser des techniques subliminales entendues comme visant à atteindre le subconscient du téléspectateur car l'exposition très brève d'images. Malgré cette loi et la surveillance du CSA, plusieurs cas d'incrustation d'images subliminales ont été observés dans les émissions télévisées, dans des films ou dans des spots publicitaires. En France, le cas le plus connu s'est déroulé lors d'une campagne électorale de 1988. Le portrait de François Mitterrand a été inséré de façon subliminale dans le logo d'Antenne 2 pendant le générique du journal télévisé. Cette photo subliminale a été diffusée de septembre 1987 à mai 1988, soit 2949 fois. François Mitterrand a été élu le 8 mai 1988. Le générique du journal télévisé sera finalement discrètement le 28 mai 1988 sur la demande de la CNL, Commission nationale de la communication et de la liberté, prédécesseur du CSA. Cette affaire a été jugée au tribunal, mais le procès a été perdu car l'image durait plus de 60 millisecondes, ce qui exclut le qualificatif de subliminal, la loi considérant qu'une image est subliminale lorsqu'elle dure moins de 50 millisecondes. En 2000, lors d'une élection américaine, il a été découvert par hasard une image subliminale incrustée dans un spot publicitaire pour
George W. Bush. Il s'agissait d'un message subliminal de type formel. L'insulte « rats » ordure apparaissait au moment où le spot faisait référence au concurrent Al Gore. En 2008, toujours aux États-Unis, la chaîne Fox 4 News, 5 News a introduit dans son générique une image très furtive du candidat républicain John McCain et de sa femme. La chaîne de télévision française M6 a également été épinglée 2 fois pour avoir diffusé des images publicitaires subliminales durant l'émission Popstar et Caméra Café. Dans le journal militaire Orientir de février 1997, le commandant Chemichev de l'armée russe a dressé une liste d'armes psy où il cite l'effet de la 25e image. Il s'agit d'une technique où chaque 25e image d'une bobine de film ou d'un long métrage contient un message capté par l'inconscient. Cette technique, si elle s'avère efficace, pourrait être utilisée pour limiter l'abus d'alcool et le tabac, mais pourrait aussi s'appliquer à d'autres domaines plus inquiétants s'il est utilisé sur des téléspectateurs ou des opérateurs de systèmes informatiques. Chemichev affirme également que les Japonais ont développé la capacité d'insérer des séquences de voix et des fréquences infrabasses sur de la musique, des voix qui sont détectées uniquement au niveau subconscient. Les Russes affirment utiliser de semblables bombardements subliminaux associés à des programmes ordinateurs pour traiter l'alcoolisme ou le tabagisme. Certains commerçants japonais diffusent même dans leurs boutiques des CD avec des messages subliminaux pour lutter contre le vol à l'étalage. Ces CD de contrôle mental diffusent de la musique ou des sons de la nature, mais ils sont encodés avec un message en 7 langues avertissant que toute personne surprise à voler à l'étalage sera signalée à la police. En 1993 et 1994, plusieurs articles de presse américaine relateront l'information selon laquelle Igor Smirnov, un expert russe des armes non létales, a expérimenté pour les services secrets américains et le FBI une technologie capable d'insérer de façon subliminale des pensées dans l'esprit d'individus afin de contrôler leurs actions. Le FBI a notamment envisagé l'utilisation du dispositif de Smirnov contre David Koresh de la secte de David pendant le siège de Waco. Smirnov a déclaré « J'ai suggéré que les voix d'enfants et de familles invitant les personnes suicidaires à rentrer à la maison pourraient être mixées avec des bruits de véhicules automobiles de la police. Le bâtiment en était entouré. Il s'agissait également d'envoyer des messages à Koresh pour lui dire combien il entendait la voix de Dieu directement dans sa tête. Le FBI n'aurait pas retenu l'option pour la raison officielle que Smirnov ne garantissait que 70% de chances de réussite. La presse russe publia elle aussi des articles sur Igor Smirnov. La Pravda écrira le 6 mars 1994, Village Voice a publié les nouvelles scandaleuses selon laquelle les Russes sont capables de contrôler le comportement humain. 2 semaines plus tard, The Moscow News publiait un long article qui expliquait comment le scientifique, à des fins médicales, utilisait la psychocorrection. Des bruits contenant des questions qui ne sont pas audibles, mais qui sont perçus par le cerveau, sont envoyés dans les oreilles du patient. Le cerveau répond à des questions et ces réponses sont enregistrées sur l'électroencéphalographe et analysées par ordinateur, ce qui permet à Smirnov d'accomplir une psychoanalyse très rapide. Après quoi, des bruits contenant des messages à caractère thérapeutique sont à nouveau envoyés dans le cerveau du patient qui les intégrera à un niveau subconscient. Smirnov se défend d'utiliser cette
technologie à d'autres fins que médicales ou contraires à l'éthique. Partie 3. La peer pressure ou la pression sociale. L'habitude est donc un énorme moteur de la société. C'est son facteur conservateur le plus précieux. Elle seule est ce qui nous tient tous dans des limites décrétées et ce qui sauve les enfants des riches contre les soulèvements envieux des pauvres. William James, The Principles of Psychology. La télévision est sans aucun doute un outil de contrôle mental de premier ordre. De par le conformisme et l'uniformisation des masses qu'elle entraîne, elle est un vecteur important de ce que l'on nomme la peer pressure, ou pression du groupe social. Un autre outil de contrôle, ou pourrait-on dire d'autocontrôle ou d'autorégulation mentale du peuple. Tout le monde a fait un jour l'expérience d'arriver au travail le matin suivant la diffusion télévisuelle d'un important match de football. Vous constaterez que vous êtes en quelque sorte marginalisé si vous n'avez pas visionné le match, car vous ne pourrez pas participer au vif échange entre collègues sur le sujet. Et si vous n'avez même pas de télévision, alors vous serez très vite catalogué comme sortant du lot, un individu marginal, voire même sectaire. Ne pas suivre le championnat du football peut encore passer au niveau social, mais dès que vous affichez un avis contraire ou courant dominant en matière de santé, par exemple, comme la question des vaccins ou du mode d'alimentation, vous vous heurtez très vite à la pensée unique qui façonne et dirige les masses. En 2015, un exemple flagrant a été le mouvement d'ampleur « Je suis Charlie », stigmatisant les individus qui refusaient d'adopter ce slogan. Cette pensée unique entraîne l'individu à se conformer au groupe par peur du rejet. Les réactions peuvent en effet être très violentes lorsqu'une personne se sent déstabilisée par rapport aux acquis qui ont façonné sa réalité. Elle peut alors jouer un rôle de gardienne de la pensée unique en attaquant le mouton noir. La peer pressure, d'intensité variable selon le pays, la culture, la religion, le régime politique, est exercée sur chacun de nous par la famille, les voisins, les collègues, les amis, etc. C'est une fonction humaine naturelle qui fait que les moutons gardent les moutons. L'individu s'autodiscipline inconsciemment pour se calquer au modèle social imposé. Ainsi, le peuple s'autolimite et s'autocensure par la pression sociale. Cette pression permet la mise en place de règles sous-tendant la communauté entière et cloisonnant ainsi la pensée dans un cadre bien défini. Voilà un facteur important de contrôle mental des masses. Je dirais que d'ici 50 ans, si un grand nombre de gens ne deviennent pas consciemment résistants au contrôle mental qui est exercé sur la société, nous allons voir de plus en plus de personnes qui ressembleront à des androïdes. Des gens induisent cela eux-mêmes en regardant le monde et en se disant « c'est trop dangereux pour moi de dire la vérité, de dire réellement ce que je crois ou d'exprimer ce que je ressens. C'est beaucoup plus simple si je me fabrique une fausse personnalité qui me maintiendra passif. C'est comme cela que ça fonctionne. » John Rappaport, State of Mind, Infowar. C'est la peur qui est à l'origine de cet autocontrôle du peuple. La peur du rejet, de l'exclusion, de l'échec et parfois même la peur de la violence physique et l'emprisonnement. La pression sociale fonctionne très bien pour freiner les gens à parler de certaines choses autour d'eux. D'autant plus qu'il s'agit de sujets sensibles tels que la pédocriminalité de réseau. Il s'agit là d'un sujet inhabituel pour la plupart des gens, car totalement absent de la sphère médiatique officielle.
Leur défense sera bien souvent de se fermer au sujet car celui-ci va vite égratigner leur paradigme. Certains utiliseront l'ironie et la dérision comme une diversion et comme une sorte d'autoprotection face à l'inimaginable pour très vite changer de sujet de conversation. Le déni est massif. Les personnes qui s'y intéressent sont en quelque sorte marginalisées. La pression sociale exacerbée par la propagande ou le silence médiatique est passée par là. Vous noterez que l'on parle des programmes télévisés et de programmes scolaires. Tout cela n'est que de la programmation mentale à grande échelle. Mais à ce niveau-là, elle ne vous retire pas encore votre libre arbitre. Cette pression du groupe social joue également un grand rôle dans le système scolaire et éducatif. Pendant 17 ans en moyenne, l'individu va fonctionner la majeure partie de son temps au sein d'une classe, d'un groupe, dans lequel il va recevoir des programmes à intégrer parfaitement s'il veut accéder au niveau supérieur. Si l'individu n'est pas conforme au groupe ou incapable d'intégrer et de s'accorder au contenu des programmes ou aux méthodes d'apprentissage, alors il sera exclu de cette machine qui construit et formate les futurs travailleurs. Le formatage et l'endoctrinement de la jeunesse sont bien évidemment la base pour pouvoir contrôler une société. Et le système scolaire et universitaire joue son rôle au même titre que la télévision, le cinéma et la musique. La frontière entre éducation et propagande est très mince, voire inexistante. La propagande ne peut pas fonctionner efficacement sans programme d'éducation et sans contrôle de l'information. Le formatage de l'esprit des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qui construiront la société de demain est le terreau dans lequel prend racine la pensée unique qui entraîne cette pression sociale permanente. C'est un ciment qu'il est difficile d'effriter chez un adulte qui refuse de remettre en question ses acquis et son paradigme. Donc là, je vous ai lu le subliminal et la pression sociale. Et la prochaine fois, dans la partie 4, nous allons aborder, toujours dans la programmation de masse, l'alimentation, l'eau et les vaccins. Voilà, donc je vous conseille vraiment de lire ce livre d'Alexandre Le Breton, parce qu'il n'y a pas vraiment de livres francophones, il n'y en a pas beaucoup de livres francophones sur le contrôle mental. Et celui-là, il est très complet. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous retrouve bientôt. Merci de m'avoir écouté.